chers téléspectateurs, bienvenue dans Interrogeons-nous. Peut-on donner la mort? Peut-on se donner la mort? Peut-on faciliter la mort? C'est à peu près quelques petites questions qui peuvent se formuler autour de la question euthanasique. Et pour y réfléchir, nous avons invité ce matin le professeur Mouchili dans notre émission pour que nous puissions échanger dans un contexte comme le nôtre où la mort représente toujours quelque chose d'opprimante par rapport à notre liberté. Bonjour, professeur Mouchili. Bonjour et merci pour cette invitation. Merci, professeur Mouchili. Nous allons discuter d'une question. Est-ce qu'il faut l'appeler, est-ce qu'il faut dire qu'elle est délicate? Ou en tout cas, je ne sais pas, on verra au cours de notre échange. Nous allons discuter la question de l'euthanasie, dont on n'en parle pas beaucoup dans un contexte comme le nôtre. Même s'il y a d'une manière ou d'une autre des pratiques officieuses qui peuvent se faire ici ou là, sans qu'on ne leur donne exactement un nom. Et allons-y comme ça d'entrée de jeu, comme à l'accoutumée. Définition, qu'est-ce que l'euthanasie, professeur Mouchili? L'euthanasie consiste à donner intentionnellement la mort à un malade qui peut être, pour lequel on ne peut plus avoir de pronostics, positifs. Bon, mais dans ces conditions, il y a à la fois un problème pratique, quand c'est médicalement fait, il y a aussi un problème culturel, parce que l'euthanasie n'est pas toujours médicale. On peut décider de mettre en application une autre forme d'euthanasie à l'intérieur des différentes cultures. Bon, maintenant, pourquoi l'euthanasie? L'euthanasie est fonction des différentes conceptions de la souffrance et de la douleur, selon qu'on va d'une culture à l'autre. Et aussi des différentes conceptions même de la vie et du sens qu'on donne à cette vie. C'est pour dire que, bon, dans l'éthique, on parle des questions graves. Bon, grave, qu'est-ce qui fait la gravité de ces questions? Est-ce que donner la mort signifie qu'on n'a qu'une conception physicaliste de l'humain, ou alors la vie est si sacrée et fondée sur des principes intangibles qu'il faudrait attendre qu'elle cesse d'elle-même et qu'on n'accompagne pas le malade vers la fin de vie parce qu'on a essayé de travailler. Mais il y a des pavillons dans des hôpitaux où on parle de soins palliatifs. Voyez-vous? Bon, c'est-à-dire, est-ce qu'il ne s'agit pas d'une autre forme d'euthanasie non pratique que d'accompagner le malade vers la mort en faisant en sorte qu'il ne ressente aucune douleur? Parce qu'on sait que son pronostic vital est engagé. Est totalement amoindri. Oui. Bon, de toutes les façons, on est dans une question qui interpelle plus fortement la culture ou bien les différentes cultures, les positions culturelles que les positions techniques. Donner la mort médicalement, c'est la chose la plus facile du monde. Mais les motivations, le mobile, c'est-à-dire l'éthique même de la conception d'une mort à partir de l'euthanasie. Ce sont des questions qui se posent et qui ne peuvent pas être tranchées ni facilement dans un tribunal, ni facilement sous un arbre à palabres dans un village. Mais seulement, il va falloir savoir comment penser la douleur, penser la souffrance. Une souffrance incurable, une douleur inguérissable. Comment vivre avec cette douleur? Comment le pygmée conçoit la mort? Comment le bamoun pense la mort? Quelle est l'idée que j'ai de la vie? Est-ce que le potentiel, le pronostic vital doit être donné, doit être défini strictement au sens clinique? Est-ce que culturellement, on peut définir aussi une forme d'énonciation ou alors une forme de perception du pronostic vital? C'est à ce niveau, l'éthique qui n'est pas
forcément déterminé par des idées préconçues peut, à ce niveau, être un type d'évaluation permettant de savoir, ou bien permettant en fonction des circonstances, déclarer la nécessité de l'euthanasie ou non. Tout à l'heure, vous avez aussi pensé à se donner la mort. Moi, je pense que se donner la mort, c'est le suicide. Ce n'est pas l'euthanasie. Ça peut aussi être une forme d'euthanasie, prof. Oui. Peut-être que dans son lit d'hôpital, on ne va pas attendre nécessairement que le médecin vienne. Oui, une auto-euthanasie. Bon, comment a-t-il pu faire pour savoir que dans les autres consciences qui l'entourent, personne n'imagine une possibilité de rétablissement? Comment a-t-il pu faire pour savoir qu'il ne faut plus accorder aucune confiance en personne? Parce que c'est lui qui sent sa douleur. C'est vrai qu'il sent la douleur. Oui. C'est vrai qu'il veut s'en débarrasser. Et vous qui êtes au-dessus, autour, même les médecins, vous n'avez qu'une perception extérieure de sa douleur. Chacun veut se débarrasser de sa douleur. Mais personne, on n'accorde pas à un individu la légitimité d'arrêter la douleur en se donnant la mort. Il faut, parce que la médecine est une science au carrefour de plusieurs sciences. C'est pour ça que je parle de la logique de l'intervention des déterminants culturels dans la décision de donner la mort. Mais est-ce que on peut choisir de se donner la mort parce qu'on a dit que le pronostic vital est engagé? Voyez-vous? Il est difficile de trancher pour l'euthanasie ou contre l'euthanasie parce que, en fonction de la diversité culturelle, nous n'avons pas la même perception de la vie, de la mort, de la maladie, de la souffrance et de la douleur. L'évaluation éthique ou critique d'une circonstance devra dépendre du niveau de prise en charge même du malade, du niveau de la douleur, de la perception même de ce qu'on entend par pronostic vital. Mais aujourd'hui, on sait qu'il y a des maladies face auxquelles il n'y a pas d'autre solution. Mais on sait aussi qu'on invente parce qu'on est souvent confronté à des paradigmes arrivés enfin qui ont fait leur preuve et qui ne peuvent plus aider dans la continuité. Alors, on peut inventer d'autres mécanismes de prise en charge de certaines maladies. Je pense toujours à ceux-là qui ont eu le prix Nobel de la médecine en 2018. C'était un Japonais et un Américain qui ont étudié les cancers. Et ils ont réalisé que le cancer se développe parce que les cellules cancéreuses sécrètent des toxines qui endorment les globules blancs. On peut donc faire en sorte que ces cellules, même si elles veulent sécréter ces toxines, que les globules blancs aient la force de résister à cette sécrétion de toxines. Et là, ces globules blancs pourraient identifier les cellules cancéreuses et se mettre en combat contre ces cellules cancéreuses. Et apparemment, ça a fonctionné. Seulement, ce mécanisme, il sera difficile ou bien il y aura un parcours pour que ça devienne, pour qu'on ait un usage démocratique ou universel de cette méthode de traitement. Entre-temps, on va encore subir des chimiothérapies. Donc, la santé à ce niveau est encore confisquée. C'est-à-dire confisquée par les instances qui pourraient donner l'occasion d'en faire un usage démocratisé. Parce que quand on parle de démocratie, que cela arrive à l'échelle de tout le peuple. Oui, oui.
et que chacun puisse bénéficier de ce nouveau type de traitement. Bon. Alors là, vous voyez que ça devient... autrefois, avant la découverte de cette nouvelle méthode de soins, il y a des gens qui ont bénéficié de l'euthanasie. Alors qu'on aurait pu les sauver. Oui, oui. Nous voyons des gens qui restent sous assistance respiratoire dans ce monde pendant une dizaine d'années. Oui. Est-ce qu'il ne faut pas privilégier cette piste pendant qu'on cherche? Elle coûte cher. C'est vrai. Et il n'y a pas plus cher que la vie. La vie n'a pas de prix, même si ça coûte cher. Moi, je ne pense pas que ça coûte nécessairement cher. C'est parce que c'est dans notre contexte néolibéral, c'est l'homme est au service du capital. Le capital n'est pas au service de l'homme. Quand on inverse les valeurs, on parle de coûte cher. Mais quand on sait que la vie au-dessus de tout, elle ne coûte pas cher. Elle ne coûte pas cher. Mais on a déjà inversé les valeurs. Nous travaillons pour le capital. Nous ne travaillons pas, nous ne construisons pas un capital pour l'humain. On n'investit que parce qu'on veut une plus-value. Et on n'investit pas d'abord pour résoudre les problèmes sociaux parce qu'on veut diminuer le chômage. Même si par conséquent, il y a diminution du chômage. C'est surtout pour que celui qui investit rentre dans son investissement, c'est-à-dire dans ce qu'il a dépensé, et qu'il acquiert une plus-value. Ça, c'est nécessaire. C'est ça la loi de l'investissement. C'est-à-dire, on fait l'étude de la faisabilité même du projet. Du coup, prof, j'ai envie de dire que si les grands constructeurs, les grands inventeurs avaient développé des mécanismes qui permettent de conserver les gens plutôt que d'arrêter la vie, on aurait évacué depuis longtemps l'euthanasie. Non, non, il ne s'agit pas de ça. Il faut savoir que la recherche est progressive. Mais dans cette progressivité, elle fait des bons. Parce qu'il n'y a pas une progression linéaire de la science. Il y a des ruptures dans une continuité discontinue. Bon, dans ce mécanisme, pour qu'on saute de ce niveau de compréhension des choses à un autre, le chemin n'est pas nécessairement linéaire. Donc, comme on ne sait pas de quoi demain sera fait en matière de découverte ou de recherche, on peut, pour ne pas maintenir un être humain plus longtemps dans la souffrance, abréger intentionnellement sa vie. Voyez-vous? Parfois, c'est sous la demande même du patient qu'on pratique l'euthanasie, même si c'est à partir d'une activité médicale. Mais c'est pour dire que il n'est jamais trop tôt ou trop tard pour pratiquer l'euthanasie, parce que la recherche ne nous dit pas quand elle trouve. Voyez-vous? Il est communément admis que, et c'est ceux qui sont contre l'euthanasie, que l'homme n'a pas donné la vie et il ne peut pas donner la mort. Nous savons que nous sommes aussi déterminés par nos préjugés culturels, nos préjugés religieux. Oui. Bon, quelquefois, on se dit, même à l'article de la mort, Dieu peut encore aider. Oui. Ça, c'est des croyances qu'on ne doit pas évacuer. C'est pour ça que je dis, la perception que nous avons de la douleur, de la mort, de la souffrance, peut ne pas nous permettre d'embrayer sur l'euthanasie, quel que soit le niveau de souffrance vécu par un individu. Ça signifie donc que il y a des sociétés dans lesquelles on gère la souffrance comme une chose qui ne devrait pas exister. Et si ça doit exister, il vaut mieux qu'on ne soit plus là. Stopper. Oui. Ça signifie que dans l'art médical, on a le souci de l'humain. Et l'humain doit être débarrassé de ses scories, c'est-à-dire de la maladie et de défaillances organiques. Mais quand on ne peut pas le faire, qu'est-ce qu'il faut? Si on mène seulement une vie végétative, c'est-à-dire que ce sont des fonctions organiques qui réussissent à montrer qu'on est encore en vie.
Il y a des exemples qu'on ne prendrait pas. Mais vous savez qu'il y a plusieurs personnes qui ont été maintenues en vie de façon artificielle. Pendant des années. Pendant des années. Il y a beaucoup d'exemples à travers le monde. Mais nous ne sommes pas ici là pour citer ces cas. Oui. Parce qu'il y a toujours que certaines images peuvent n'être pas supportables par certaines personnes. Bon, on en parle comme ça, mais on sait que des traditions, on a essayé de maintenir en vie, mais que rares sont des cas où on a réussi, après le débranchement de ces appareillages qui nous maintiennent en vie, de voir l'homme vivre normalement. C'est un peu difficile. C'est un peu comme lorsque vous donnez naissance à un bébé et qu'il ne se réanime pas, il ne s'anime pas dès la sortie du ventre. Il y a un certain nombre de temps prescrits par la déontologie médicale, un certain nombre de temps pendant lequel on doit réanimer un enfant. Au-delà de cela, si vous réussissez à réanimer l'enfant et que l'enfant a des problèmes de santé, on peut vous porter plainte parce que vous aurez pu laisser. Si on dit par exemple, on ne doit pas chercher à activer un enfant au-delà de 30 minutes. Ça ne veut pas dire qu'à 45 minutes c'est impossible. C'est possible, mais vous devez assumer les conséquences si ça se passait mal. Oui, non, si ça se passe bien, vous avez réussi à réanimer l'enfant et l'enfant vit. Mais toutes les formes de maladies que pourrait développer l'enfant pourraient vous être attribuées. Oui. Parce que vous n'avez pas respecté le protocole. Voyez-vous, le protocole est encadré par la loi. Hein? Même à l'intérieur de la médecine, chaque protocole est encadré. Voilà. Bon, pourquoi vous voulez réanimer au-delà de 30 minutes alors qu'à 30 minutes, on devrait s'arrêter? Bon, maintenant, est-ce que ce n'est pas parce que vous êtes allé au-delà de 30 minutes que vous avez réussi que l'enfant présente telle ou telle autre anomalie? Oui. Alors, mais si ce n'est pas pour cela, même si on ne peut pas déterminer que c'est à cause de cela, pourquoi vous l'avez fait? Voilà donc que vous avez soumis des parents à un régime de dépenses. Alors, on peut vous inculper dans un tribunal pour avoir réanimer au-delà du temps imparti. Prof, la question me semble être liée davantage à une question de jugement. Oui. Vous voyez, on se pose la question de savoir est-ce que la vie est sacrée? Et si elle est sacrée, on ne peut pas ou bien on ne doit pas l'arrêter. Et avoir un homme qui est couché en inactivité, et avoir un homme inerte, et avoir un homme en activité. Et toute la question, c'est peut-être de savoir à quel moment est la vie. La vie n'est pas sacrée en soi. La vie est sacrée parce que dans l'histoire, pendant le cours de l'histoire, nous faisons de l'homme une valeur absolue. C'est une pensée sociale. Ce n'est pas les conditions naturelles d'arriver au monde qui déterminent la sacralité d'une vie. Oui. Voyez-vous? La vie est sacrée, mais pendant les guerres, on élimine des vies. Voyez-vous? Ça veut dire que la vie n'est pas sacrée en soi. La vie est sacrée par rapport à ce que le principe du vivre ensemble, au sens que le principe du vivre ensemble voudrait qu'on donne à cette vie. Voyez-vous? Ça signifie que la sacralité d'une vie est relative à la socialité, au principe du vécu social. Voyez-vous? Parce que quand nous lisons Les enfants sauvages de Lucien Malson, qu'est-ce qu'on constate? L'homme n'est pas né homme, il le devient. Parce que si vous mettez un bébé parmi les singes qui l'élèvent, il ne sera qu'un singe dans ses faits et gestes. Ouais. Il n'y aura pas une réalité comportementale qui va prouver l'appartenance à l'humanité et qui va démontrer l'erreur d'être parmi les singes. Non. C'est pour dire que lorsqu'on parle de la construction de la vie, à ce niveau, je peux être d'accord avec un matérialiste comme André Comte-Sponville. Dans un débat qu'il mène avec Luc Ferry dans La sagesse des modernes, 10 questions pour notre temps,
C'est un livre qui a été publié en 1996. Il montre bien que c'est nous qui choisissons de ne pas faire des petits bébés des cobayes de laboratoire. Ce n'est pas parce que les bébés arrivent au monde avec un principe qui nous détermine à ne pas le faire. Voyez-vous? Oui. Notre humanité vient du fait que nous décidons de considérer l'autre comme nous-mêmes. Voyez-vous? C'est ça le caractère humain de l'homme. Voyez-vous? Et c'est ce caractère humain qui se réalise dans un parcours historique qui nous détermine à développer la volonté selon laquelle la vie doit être sacrée. Voyez-vous? Même dans l'Église, les saints ne sont canonisés que par les hommes. Voyez-vous? Ce n'est pas nécessairement par Dieu lui-même. C'est vrai qu'à ces occasions, on dit bien qu'on est en train de respecter une volonté divine. Mais ce que je veux dire, c'est les hommes qui entreprennent de canoniser d'autres hommes pour qu'ils deviennent des saints. Oui. Est-ce qu'on peut envisager l'euthanasie comme une décision qu'on devrait prendre avant ce que je peux appeler les heures les plus graves, personnellement? Bon, le problème c'est qu'en prenant la décision, on ne sait jamais si c'était à la minute qu'il fallait ou alors on a trop attendu avant de prendre la décision. Vous savez, les déterminants historiques qui vont vous amener à prendre une telle décision ne peuvent pas justifier de façon totale la positivité de votre acte. Voyez-vous? Il y a toujours des questions qui restent pendantes et auxquelles il faut donner des réponses à un moment pour éviter d'assumer le poids de la culpabilité. Parce que c'est ça en médecine aussi. Comment gérer le poids de la culpabilité? Comment savoir qu'on ne doit pas se sentir coupable parce que c'était la seule chose à faire? C'est une démarche déontologique qui doit s'enseigner et se comprendre en toutes circonstances. Il faut être convaincu qu'au moment où on prend la décision, aucune autre personne n'aurait pu faire autrement. Ça, c'est le jugement. Oui. Et là, cela engage l'éthique même de la pratique de l'eugénisme. Est-ce qu'on aurait pu faire autrement? Et pourquoi on ne l'a pas fait? S'il était possible d'agir autrement. S'il existe une seule raison de penser qu'on aurait pu faire autrement, ça devient une faute médicale. Oui. Non, pas encore une faute, une erreur. Ça devient une erreur médicale. On est là à la limite de la responsabilité. On est à la limite de la responsabilité. C'est-à-dire, jusqu'où est-il responsable de réaliser qu'il faut ici là donner la mort parce qu'on ne peut plus rien faire? Pauvre, quand vous parce que regardez, je voulais dire une précise chose. Allez-y, pauvre. Ce n'est pas absolument le médecin qui soigne. Le corps est autodynamique. Que fait le médecin quand il rencontre un corps? La consultation consiste à demander au corps, avant que moi je n'entre en jeu, toi-même tu as déjà fait quoi? Oui. Parce que les cellules sont vivantes. Oui. On a des interprétations négatives ou alors erronées, oui, erronées, qui nous amènent parfois à nous dire tous les médecins ont rencontré ce malade, mais il n'a pas été guéri. Et quand on a vu le féticheur ou le prêtre, la guérison est venue, donc cette maladie dépasse l'hôpital. Non, il faut toujours se demander, pendant que vous rencontrez tous ces hommes, tous ces médecins, toutes ces voies de sortie de la maladie, que font les cellules? Les cellules ne sont pas mortes. Oui. Sachez que chaque fois qu'on est malade, les cellules sont en train de travailler pour la guérison, avec ou sans médicaments. Oui. Alors, il faut toujours se demander, qu'ont déjà fait les cellules au moment où je rencontre le malade? Oui. Les cellules sont des entités vivantes et cherchent toujours des conditions de possibilité d'une meilleure vie. En cas de maladie, ces mêmes cellules se battent. C'est pour ça que la mort ne vient pas d'un trait. Les cellules veulent résister à la mort. Les cellules veulent résister à la maladie. Les cellules veulent contrarier et combattre la maladie jusqu'à l'obtention d'une victoire. Alors,
chaque fois qu'on rencontre un malade, on demande ce que les cellules ont pu faire. C'est pour cette raison que quand vous êtes dans un hôpital, vous n'êtes pas le même malade selon qu'on va du matin au soir. Et vous verrez donc la mise en pratique de cela, chaque fois que le médecin fera la ronde, on prendra encore les paramètres. Nouvelles données. Or, quand vous êtes pris en charge par des charlatans ou des féticheurs venus de tous les horizons, il suffit que vous riez pour qu'on dise qu'il va déjà bien. Vous pouvez rire selon qu'il y a baisse de tension ou augmentation de la tension. Voyez-vous? Or, c'est le tensiomètre qui va renseigner le médecin sur l'activité de cette tension. C'est le thermomètre qui va renseigner le médecin. On ne se renseigne pas à partir du comportement affiché par le patient. Voyez-vous? Oui. On sera en train de tâtonner. Oui. Ça veut dire qu'on n'est jamais, on ne peut pas mettre la mention égale sur le même malade entre le matin et le soir. On ne peut pas mettre la mention égale sur deux malades, même s'ils manifestent les mêmes symptômes. Les mêmes symptômes. Oui. Oui. Et la médecine, à ce niveau, traite au cas par cas. Donc, en médecine, vous devez avoir des connaissances anthropologiques, des connaissances philosophiques pour savoir comment agir et les conditions de mise en alerte du courage du médecin dans ses pratiques et comment gérer la décision de façon à ce que l'échec ne soit pas considéré comme une erreur ou une faute. Voyez-vous? Oui. Il y a la philosophie. C'est pour cette raison que j'ai dit que la médecine est un art. Non, est une science au carrefour de plusieurs disciplines. Voyez-vous? Plusieurs disciplines. Parce que quand on vous interroge lors d'une consultation, là, on est en pleine anthropologie. Si vous développez un paludisme parce que vous vivez peut-être dans un marécage souillé, et un autre développe un paludisme alors même qu'il ne vit pas dans le même type de marécage, on prend les données des deux types de malades qui manifestent les mêmes symptômes. On fait des antibiogrammes. Peut-être celui qui vit dans une zone pleine de moustiques bénéficiera d'un traitement de choc par rapport à celui-là qui peut être soigné progressivement en partant de chez lui tous les matins pour venir à l'hôpital, alors que l'autre nécessite une hospitalisation urgente. Voyez-vous? Donc, l'euthanasie ne peut pas s'appliquer aux hommes comme s'il s'agissait d'agir sur des animaux. Non. Il y a la notion même de liberté, de consentement éclairé, qui est née en médecine en 1947 avec le Code de Nuremberg. Il y a l'amélioration du cadre même d'exercice de ce consentement éclairé avec la déclaration de Helsinki en 1964. Il y a des améliorations, il y a des prises en considération de la diversité même qu'on rencontre entre les peuples et à l'intérieur du monde. Et il y a qu'il faut savoir que la médecine n'est pas que technique, elle est aussi culturelle dans sa signification et dans son exercice. Voyez-vous? Donc, à ce niveau, on ne peut pas venir sur un plateau comme celui-ci dire à quel moment il faut trancher. Non. Et c'est pour ça que je voulais vous poser la question de savoir quand le malade est dans l'interrogation avec le médecin, il pourrait lui dire aussi quand tu ne pourras plus rien, sache que ma volonté c'est que. Mais il y a aussi la responsabilité. Et la responsabilité, j'aime la définition que Jean-Paul Sartre en donne, la conscience d'être l'auteur incontestable d'un acte ou d'un événement. L'auteur incontestable, il ne s'agit pas de dire que lui-même a dit que quand ça arrive à ce niveau, que j'arrête. Oui. Mais voyez-vous, nous sommes dans des sociétés où certaines pratiques religieuses interdisent la transfusion sanguine. Oui. Et vous devez décider sur un malade qui appartient à un groupe de croyants en une telle chose. Est-ce que l'individualité d'un homme
est au-dessus des prescriptions collectives. Nous avons une constitution qui interdit le suicide. Nous avons aussi une religion qui interdit la transfusion sanguine. Comment faire pour soigner de façon à ne pas sortir de la constitution et de façon à avoir le consentement éclairé du malade? Vous voyez, comment on appelle, le dilemme face auquel on doit prendre une décision. Vous êtes dans le dilemme, il faut convaincre le malade à comprendre qu'il ne peut survivre que s'il bénéficie d'une transfusion sanguine. Il faut aussi savoir qu'il vous est interdit, c'est-à-dire il y a c'est un scachire qui le dit, en médecine, la pensée du vivant doit tenir du vivant l'idée du vivant. Ça veut dire que le malade que vous recevez à l'hôpital est un vivant. Vous qui le recevez, vous êtes un vivant. Et vous ne le recevez que parce qu'il doit en sortir vivant. Ça veut dire la mort, c'est une exception. Et on a envie de peut-être pas de conclure, de dire que l'euthanasie est vraiment à... C'est une décision grave. C'est une décision grave. C'est une décision grave Oui. qui, dans la conception même de l'éthique, on ne tranche pas. On peut juger peut-être dans les circonstances dans lesquelles on peut l'appliquer, mais pas de façon à trancher sur le débat. On ne tranche pas le débat à ce niveau-là. On ne tranche pas. Bon, mais il faut amener les autres à comprendre la nécessité de son acte. Même si on envisage la compréhension de cette affaire à l'échelle de la nécessité, il faut aussi savoir que la nécessité est déterminée par le rationnel. Mais il faut aussi savoir si tout ce qui est rationnel est raisonnable. Vous voyez, c'est tellement complexe. Oui. Et vraiment, il faut prendre la valeur, l'engagement de juger au cas par cas. On ne peut pas généraliser. Prof, est-ce que l'enjeu n'est pas surtout culturel? L'enjeu est davantage culturel que technique. Technique. Oui. Parce que j'imagine que même quand vous avez pris le cas du malade qu'on doit ou on ne peut pas transfuser, si vous le transfusez, vous le guérissez, peut-être que les membres de son groupe vont le considérer comme souillé. Bon, peut-être, mais aujourd'hui, ce n'est pas le religieux qui est au-dessus de l'État. Nous sommes dans des États laïques et les médecins ont des fonctions laïques. Et la laïcité est définie par l'État. C'est vrai que c'est un concept qui peut se définir techniquement en fonction des disciplines dans les diverses formes de connaissances. Oui. Mais la conception qu'a l'État de la laïcité est ce qui doit s'appliquer à l'intérieur de chaque État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'État a interdit le suicide et que vous accompagnez tranquillement un malade vers la mort parce qu'il a dit je suis de telle obédience, vous êtes coupable. Hein? Vous êtes coupable. Il faut convaincre le malade et lui faire savoir quelles sont vos fonctions en tant que médecin. Et lui faire savoir que vous ne travaillez pas seulement sur la base d'une compétence professionnelle. Mais il y a votre conscience, il y a la loi et le professeur et les capacités techniques qui vous donnent le droit de soigner. Donc on ne peut pas s'appuyer seulement sur les capacités techniques. Il y a la conscience, il y a la loi. Voyez-vous? D'où le serment. Dans le serment, on ne va pas dire nous soignerons tous les malades, sauf ceux qui sont d'obédience. D'une telle obédience. D'une telle obédience, oui. À partir du moment où vous êtes un humain, vous avez droit. Et vous avez même. Oui. Mais seulement, il y a des clauses. Quand on parle de consentement éclairé, pourquoi pense-t-on au consentement éclairé? C'est parce que aussi, il y a des périodes dans l'histoire où on doit plutôt, faire des expériences médicales. Il faut expérimenter le médicament. Mais même si on a des cobayes,
il y a toujours une phase, il faut commencer à tester sur les humains. C'est pour ça qu'on parle de consentement éclairé, sinon chacun ferait n'importe quoi. Oui. Bon, mais ce n'est pas parce qu'on souffre d'une maladie, mais dans certaines circonstances aussi, où on parle de... où on dit que si on est en détresse et que des gens sont en train de mourir, et qu'on a un médicament qui est encore en phase expérimentale, l'éthique médicale prévoit qu'on commence à administrer. En effet. Oui. C'est ce qui s'est passé avec le Covid. Voilà, on commence à administrer. Parce que c'est ça, on ne peut pas rester tranquille et voir les gens mourir. Oui. Il faut que le malade meure parce qu'en intervenant, on n'a pas pu. Oui. Pas qu'il meure parce que les pratiques médicales n'ont pas encore autorisé l'usage de tel ou tel médicament. Non, ça ne se fait pas. Okay. Donc, il y a la culture, la politique, c'est-à-dire la structure hiérarchique des sociétés, tout ça détermine les prises de décisions médicales. Prof, est-ce que nos États, j'ai dit l'État, c'est l'État en général, mais est-ce que nos États ne doivent pas s'engager davantage? Par exemple, une mesure sur la transfusion sanguine. Est-ce que l'État a le pouvoir d'attaquer un tel préjugé ou bien une telle règle religieuse? Oui. C'est l'État qui accepte qu'une religion s'installe en son sein. Oui. La religion n'est pas... L'État peut aussi décider de fermer. L'État, c'est l'État qui définit ce qu'on entend par santé. Oui. Puisque c'est cet État qui organise la structure et le système de santé. Oui. Donc l'État a tous les moyens pour orienter même le sens qu'on doit avoir de la perception du religieux. Parce que nous, les États contemporains se sont laïcisés. Et quand j'aime apprendre des exemples à partir des deux constitutions majeures du Cameroun après l'indépendance. Celle de 72 et celle de 1996. En 72, on dit le Cameroun était un État laïque placé sous la protection de Dieu. En 96, on dit le Cameroun était un État laïque. Voyez-vous, ce n'est plus placé sous la protection de Dieu. Mais le Cameroun n'est pas tombé. Le Cameroun fonctionne. Le Cameroun est désormais placé sous la protection de ses hommes. Il faut que les Camerounais développent un patriotisme qui fasse en sorte que le Cameroun ne disparaisse jamais. Voyez-vous? Donc, le Cameroun est désormais confié aux seuls Camerounais. Et ils en ont la responsabilité. Ça veut dire que nous avons pris sur nous d'être un peuple qui n'accepte pas autre chose que ce que les institutions ont défini comme mode de vivre ensemble. Voyez-vous? Ça veut dire qu'il appartient à la religion de s'adapter au contexte politique déterminé par l'État et non l'inverse. Voyez-vous? Voilà. Donc, pour conclure, parce que ça va être la dernière question, finissons par l'euthanasie passive qui consiste à arrêter les soins chez un médecin. La décision, c'est celle du médecin, chez un malade. La décision, c'est celle du médecin? Non. On a créé les soins palliatifs pour qu'on n'arrête pas. Mais on peut arrêter sous la demande du malade. Si le malade demande... S'il peut encore. S'il en est conscient. Oui. Mais s'il n'y a pas, s'il y a disparition de la conscience, et que le malade est dans des vagues, et que le malade ne peut plus se penser comme un sujet individuel qui peut prendre des décisions sur sa propre vie, on n'a pas raison de ne pas l'accompagner jusqu'à sa fin. Oui. Parce que tant que si un malade meurt de douleur, c'est un échec. Le malade doit mourir paisiblement, pas en se torturant. Voyez-vous? Regardez même dans les abattoirs, on fait tout pour que la vache à égorger n'ait pas à se torturer. C'est-à-dire pour que n'ait pas à vivre la souffrance.
il ne se rend pas compte qu'on l'a égorgé. Parce qu'il passe de l'état des vivants à l'état des morts sans douleur. Ouais. Même pour les bêtes, à plus forte raison, un individu, un humain. Prof, est-ce qu'on peut finir en disant que l'euthanasie, c'est un combat, c'est tout simplement un combat contre la souffrance? Absolument, c'est ça le sens même de l'euthanasie. Oui. Oui, oui. On ne vous euthanasie pas parce que on voudrait ne plus vous voir vivre. Non, c'est juste parce que la souffrance, la douleur deviennent insupportables qu'on décide de... Mais quand on a créé les soins palliatifs, c'était pour éviter le plus possible cette euthanasie. On veut plutôt, on choisit davantage d'accompagner le malade vers une mort sans douleur. Chers téléspectateurs, c'est sur ces mots que nous terminons avec notre échange sur l'euthanasie, en vous invitant à lire le nouvel ouvrage du professeur Mouchili intitulé « Approche philosophique et scientifique de l'humain ». Et si vous regardez « Interrogeons-nous », vous savez bien que les questions philosophiques qui intéressent surtout la science sont au cœur de ces réflexions. N'hésitez pas à vous en procurer dans les librairies L'Harmattan et surtout sur toutes les grandes plateformes de vente d'ouvrages. Nous vous disons à très bientôt sur Africa TV.